Résumé de cette vidéo, déception. Allez, comme je l'ai dit, voici ma nouvelle vidéo qui est bien apparue quelques jours après la précédente. Et on va dire que c'est une vidéo avec des lectures très mitigées. Franchement, je suis vraiment déçu. Je pensais que certains livres me plairaient plus que ça. Et puis finalement, pas du tout. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 livres que j'ai abandonnés, un livre que j'ai terminé mais qui m'a déçu, et une relecture qui, elle, était très distrayante. En fait, c'est la seule lecture que j'ai aimée, voilà. Comme quoi, relire ses coups de cœur, ça vous apporte un peu de bonheur. Mais déjà, on va parler de mes abandons. Premier abandon, Funny Story de Emily Henry. Alors, ça fait partie de ces 12 bouquins que je suis censée lire cette année parce qu'ils contiennent de la romance hétérosexuelle. Et là, c'est complètement de la romance. Et bah, je l'ai abandonné. Pourquoi? Je vais vous dire ça après parce que déjà, résumé. Alors, ça raconte l'histoire de Daphné, qui est une jeune trentenaire qui s'est fait larguer par son mec peu de temps avant leur mariage parce que celui-ci s'est rendu compte en fait qu'il était amoureux de sa meilleure amie d'enfance et bah, il l'a jeté comme une malpropre. Ils avaient acheté une maison ensemble, ils avaient plein de projets, tout ça. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en couple. Mais au moment de son enterrement de vie de garçon, il avait invité cette meilleure amie et il s'est dit « Ah, finalement, c'est d'elle que je suis amoureux ». Et la voilà donc qui se retrouve du jour au lendemain dégagée de chez elle, sans compagnon, et qui doit trouver un endroit où se loger. Et elle va se loger chez Miles, qui est en fait le compagnon de cette meilleure amie d'enfance, qui s'appelle Tetra, je crois, Tetra, je crois. Et donc Tetra et Miles étaient ensemble jusqu'à ce qu'elle se rende compte, elle aussi, qu'elle était amoureuse de son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Peter. C'est un peu embrouillé, mais voilà. Et donc Miles et Daphné se retrouvent tous les deux célibataires à partager le même appartement. Forcément, ils ont du mal à se remettre de leur rupture. C'est un peu compliqué. Daphné, elle est vraiment au fond du trou. Elle a encore l'espoir que Peter se rende finalement compte qu'il a fait une erreur et qu'il la rappelle. Mais forcément, ça va pas arriver. Et donc, elle apprend à connaître Miles, ce pauvre gars qui a lui aussi été jeté. Et petit à petit, des sentiments vont naître entre eux. Après que, en fait, ils passent une soirée beuverie ensemble. Et c'est une sacrée soirée beuverie parce qu'ils se mettent vraiment la tête à l'envers. Et quand elle rentre, Daphné, complètement beurrée, elle ne trouve rien de mieux à faire que... Non, je me trompe. En fait, Peter et Tetra, eux, n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'inviter Daphné et Miles à leur mariage, le culot, en leur envoyant des faire-part. Et pendant cette grosse soirée de beuverie, eh bien, les deux se disent que finalement, ils vont aller à ce mariage de ces gens qui les ont largués comme ça, comme des vieux mouchoirs. Et forcément, le lendemain, bah, ils sont un petit peu embêtés. Sauf que ce n'est plus tellement possible pour eux de reculer, parce que le lendemain matin, en fait, Peter appelle Daphné pour lui dire « Non mais tu sais, tu n'es pas obligé de venir, je comprends que ce soit dur pour toi, blablabla. » Et elle, cette idiote, elle ne trouve rien de mieux à faire que de dire que si, elle viendra, et en plus, elle viendra accompagnée. Donc Peter lui dit « Mais comment ça, accompagner? Sur ton faire-part, tu n'as pas du tout spécifié que tu seras accompagné. » Et elle lui dit « C'est normal, parce que mon compagnon, en fait, c'est Miles, et comme il a envoyé lui aussi sans faire part, il n'y a pas besoin de marquer comme quoi on est accompagné. » Et en fait, c'est en mentant à son ex comme quoi elle est maintenant
en couple avec Miles pour faire croire que tout va bien dans sa vie, qu'elle n'est pas désespérée, que ces deux-là se retrouvent à devoir jouer les faux couples face à leurs ex. Et forcément, ça va donner lieu à des situations assez cocasses, parce qu'à certains moments, tout ce quatuor va c'est dur à dire quatuor, va se retrouver, et il faut continuer à jouer la comédie, parce que maintenant que le mensonge est fait, plus moyen de le retirer sans avoir l'air d'une idiote et d'un idiot. Bon, Miles, ça l'amuse un petit peu de s'enfoncer dans ce mensonge, moins Daphné, parce qu'elle l'a vraiment fait sur le coup du désespoir. Mais voilà, c'est l'histoire, et donc forcément, les sentiments qui vont naître à force de jouer au faux couple, à force de vivre ensemble. Et j'ai abandonné cette lecture à 70% du bouquin. J'ai vraiment hésité à le terminer. Je me suis forcé un petit peu à essayer de le continuer, mais je voyais que j'arrêtais pas de traîner des pieds, qu'il y avait des jours où je lisais pas parce que j'avais pas envie de le continuer, donc finalement je l'ai abandonné. Mais de toutes les façons, c'est une romance, donc on connaît la fin, donc ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire. Mais bon, pourquoi est-ce que je l'ai abandonné? Alors déjà, c'est pas un mauvais bouquin. Au contraire, je pense que c'est une bonne romance. Il y a de l'humour. Miles, du coup, le love interest, il est mignon, c'est un bon gars. Il est sympa, serviable, drôle. Franchement, je l'ai bien aimé, Miles. C'était une bonne surprise. Ça change des connards. Et si je m'étais plus attachée au personnage, je pense que j'aurais pu terminer le bouquin. Mais malgré son côté mignon et malgré le fait que je l'aimais bien, je l'aimais pas suffisamment pour me dire que j'avais envie de m'infliger encore 150 pages derrière. Parce que le bouquin est quand même assez long. Et j'avoue que je ne me suis pas spécialement attachée à Daphné, même si à certains moments elle est drôle. Je me suis pas attachée à Julia, la sœur de Miles, parce que je trouve que c'est une caricature de jeune adulte qui est assez grossière. Je me suis pas spécialement attachée aux autres personnages. Bon, Peter, tout ça, Peter, il est spécifiquement écrit pour être détestable. Tu te demandes comment Daphné a pu être amoureuse de ce gars-là. Mais bon voilà, je n'ai pas réussi à terminer parce que je pense qu'avec une romance, en fait, il faut vraiment être investi dans les personnages et dans leur histoire d'amour pour vraiment le terminer. Et comme je l'ai dit, j'étais pas plus investie que ça dans les personnages. Donc au bout d'un moment, j'ai fait... ça commence à tirer en longueur, là j'ai pas envie de terminer. Donc j'ai laissé tomber. Pour ceux qui l'ont lu, j'ai laissé tomber quand le père de Daphné débarque. Quand j'ai vu qu'on allait partir encore dans toute une nouvelle aventure, je me suis dit non, oh j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'abandonne. Donc j'ai abandonné, mais encore une fois, c'est pas du tout un mauvais bouquin. Je comprends qu'il ait eu son succès. Parce que vraiment, je pense que c'est une bonne romance, mais ce n'est pas une romance pour moi. Moi, personnellement, ça n'a pas fonctionné, même si j'avoue que, pour une fois, les scènes hautes ne m'ont pas dérangé plus que ça. Je trouve qu'elles étaient bien amenées, elles ne tombaient pas comme un cheveu sur la soupe, donc de ce côté-là, c'est un bon point. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es un petit peu en mode, mais putain, mais vous allez avouer vos sentiments et baiser au bout d'un moment. J'avoue que c'était un peu mon ressenti sur le moment où j'ai abandonné ma lecture. J'étais un peu comme ça, mais vous allez enfin la lâcher, votre pilule? Mais bon, voilà. Donc, funny story. Je comprends que ce soit cool, mais c'est pas pour moi. Deuxième bouquin que j'ai abandonné, alors c'est un peu long, c'est Shell Shock, Meurtre au Central Gutenberg de Michaela Watto. Alors, Watto, je pense que ça se prononce Watto. Alors là, pour le coup, c'est un policier qui se passe à l'époque des années folles, donc c'était vraiment deux choses qui m'intéressaient énormément. J'aime bien l'époque des années folles, j'aime bien les policiers comme on le sait, et du coup, je me suis lancé dans cette lecture très confiant. Malheureusement, j'ai abandonné le bouquin à 10% de ma lecture. J'ai pas trouvé ça très bien écrit, j'ai pas trouvé que les choses étaient bien amenées, c'était assez grossière. J'ai trouvé aussi que les références étaient amenées de façon assez grossière, juste pour montrer que l'autrice avait des références sur cette époque. Et déjà au début, j'ai trouvé ça assez maladroit et je me suis dit, à mon avis, ça va être un bouquin
qui va nous charger à la gueule de références pour les références, et ça va être indigeste, et apparemment j'ai raison, parce que vu les critiques que j'ai lues, qui n'étaient pas forcément négatives, c'est le cas. Et moi, je déteste ça. Je déteste ça, donc vraiment, dès le début, j'ai trouvé ça beaucoup trop maladroit pour avoir envie de poursuivre. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? Alors moi, j'ai été très... j'ai pas été très loin dans l'histoire, donc forcément, je ne suis pas arrivé au meurtre. Mais ça raconte, au début, on suit... comment est-ce qu'elle s'appelle? On suit une jeune journaliste qui s'appelle Jeanne, qui est lesbienne et féministe, c'est important pour le contexte de l'époque, et qui décide de faire un reportage sur les conditions de travail des demoiselles du téléphone. Et de là, je suppose qu'on va en apprendre plus sur ce métier, et on apprend également à côté qu'elle sort avec une psychothérapeute, je crois, je sais plus son nom, mais il va également y avoir leur relation, je pense, qui va être importante dans l'histoire. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on part, sur ces deux-là. Et ensuite, on a le meurtre d'une des protagonistes du début, je crois que c'est une des demoiselles du téléphone, qui se fait sauvagement assassiner dans les halls. Les halls ou les halls? Les halls, je crois. Oui, les halls. Et sur laquelle on dépose un masque, sur le visage de laquelle on dépose un masque. Et en fait, ce n'est que la première d'une longue liste. Et donc, il y a un policier qui va être chargé d'élucider ce mystère et qui va travailler en tandem avec, je crois que c'est la psychothérapeute avec laquelle il va travailler en tandem. Et voilà. Alors, comme j'ai dit, moi, le contexte des années 20, ça m'intéressait beaucoup. On était en plus... On s'attardait beaucoup sur le sujet des gueules cassées liées à la Première Guerre mondiale, donc ça aussi c'était intéressant. Les traumatismes, tout ça lié à la guerre. Donc vraiment, ce bouquin partait avec beaucoup de bons points, mais comme je l'ai dit, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Et quand j'ai vu que déjà à 10%, je commençais à soupirer, j'ai fait on va pas poursuivre plus. Au bout d'un moment, la vie est trop courte pour se prendre la tête à lire des bouquins que tu n'aimes pas. Il y a plein d'autres trucs à lire, donc j'ai laissé tomber. Troisième lecture, hop! J'ai ressorti mon bouquin, je l'ai retrouvé. Quand la mousse pousse de Svetlana Kirillina. Alors, c'est une relecture du coup. C'est, comme j'ai dit, je vais faire pas mal de relectures cette année pour voir si mes anciens coups de cœur me plaisent toujours. Et en ce qui concerne Quand la mousse pousse, c'est toujours le cas, je trouve ça toujours excellent. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est un peu compliqué. En fait, c'est un genre de monde de fantasy où tu as plein de guildes. Tu as la guilde des exterminateurs, donc qui s'occupe d'exterminer la mousse qui pousse sur les murs à coups d'acide, parce qu'apparemment il y a une légende comme quoi cette mousse, si jamais tu la laisses se propager, elle finira par envahir tes oreilles et par te ronger le cerveau. Donc c'est un métier où les gens sont généralement assez prompts à la violence. Tu as les rafistoleurs, qui rafistolent les gens qui sont blessés, notamment les exterminateurs, parce que leur métier est quand même à risque, vu qu'ils se blessent eux-mêmes souvent. Tu as les suiveurs, qui autrefois suivaient des champignons qui marchaient, mais qui aujourd'hui ne marchent plus. Tu as plein de guildes un peu bizarres comme ça. Et en fond, tu as un groupe qui s'appelle, alors, les protecteurs psychopathes de la petite mousse qui pousse, qui est une genre de nouvelle guilde pas du tout officielle, qui a décidé de se battre pour les droits de la mousse qui est donc exterminée par les exterminateurs et qui a si mauvaise réputation. Eux, ils veulent que la mousse soit acceptée dans leur monde, qu'elle arrête d'être exterminée, et ils en font pousser des variantes assez particulières de la mousse à pois, des trucs comme ça. C'est vraiment leur passion, et dans leur rang, il y en a un qui va un petit peu péter les plombs à un moment donné, et qui va vraiment avoir un côté psychopathe, parce qu'à la base, c'est plutôt des gens pacifiques, hein, mais voilà. C'est complètement plein de folie, je dirais. C'est beaucoup d'imagination. Je sais pas trop comment le décrire, parce que c'est tellement compliqué, et j'ai pas envie de te spoiler, mais on va dire en plus que le monde dans lequel ils vivent arrive un petit peu à un point de bascule, parce que les nouvelles générations, à la base, devais rentrer dans une guilde
grâce à un système qui te désignait la guilde dans laquelle tu passerais ta vie. Mais les jeunes générations, elles, ne veulent pas se voir désigner un métier à vie. Et du coup, les nouvelles lois font qu'aujourd'hui, elles peuvent choisir de changer de guilde et même ne sont plus obligées de passer devant cette commission qui va les désigner pour une guilde en particulier. Et forcément, ça crée quelques remous entre les guildes, entre les anciens et les nouveaux, parce qu'il y a des guildes qui sont complètement désertées par cette jeune génération. Les comment ils s'appellent? Les transmetteurs? Un truc comme ça, ceux qui livrent les lettres, les messages par exemple, parce qu'il y a une tradition comme quoi ces gars-là ont tendance à se faire botter le cul quand on envoie une missive pour dire que quelqu'un doit se rendre à la guilde supérieure pour voir dans quelle guilde il finira. Enfin, c'est plein de conneries comme ça. C'est plein de trucs un peu bizarres avec des tomates qui parlent, des champignons qui courent, des crabes qui font une razzia contre les sardines. C'est particulier, c'est complètement fou, ça a un humour qui marche très très bien avec moi, et surtout, c'est un bouquin qui n'est constitué que de dialogues. Tu n'as aucune narration, aucune incise pour te dire « hop, je pense qu'on va voir, voilà, c'est que du dialogue, il n'y a pas d'incise pour te dire qui parle, il n'y a pas d'incise également pour te dire sur quel ton les personnages parlent, donc tu n'as pas d'informations pour vraiment savoir la scène, pour vraiment savoir les personnages qui sont en train de parler. Enfin, tu n'as pas d'informations dans le sens normal du terme, de la façon dont on les amène en général, et pourtant, tu n'es jamais perdu. Ça, c'est un truc que je trouve assez impressionnant. C'est un exercice qui est incroyable qu'elle a réussi. D'ailleurs, cette autrice, elle a écrit un autre bouquin du même genre qui ne se constitue que de dialogue, qu'il faudrait que je relise, qui s'appelle « Comment j'ai tué cette personne avec une agrafeuse » ou un truc comme ça, qui était très sympa aussi, mais pas autant que Quand la mousse pousse. Et oui, vraiment, tu n'es jamais paumé, tu sais toujours l'environnement dans lequel tu te trouves plus ou moins. Et moi, je trouve ça fou, en fait. Il faut vraiment quand même un certain talent pour y arriver. Et c'est un bouquin donc, qui a été auto-édité, et moi, que j'avais découvert à la base en gratuit sur Internet, sur le site Plume d'Argent, je crois, qui est un site où est-ce que tu postes tes textes pour ensuite recevoir des critiques des autres. Et à l'époque, il y avait ce texte sur ce site que j'avais commencé à lire. Et quand il a finalement été retiré pour être auto-édité, j'ai acheté la version en papier parce que j'avais adoré déjà ce que j'avais lu et je voulais voir où tout ça menait. Donc, Quand la mousse pousse, c'est très bon. Il devait logiquement, il me semble, y avoir une suite qui n'est jamais sortie. C'est dommage. Et c'est vrai que, à part ces titres constitués que de dialogues comme Quand la mousse pousse et l'autre, j'ai essayé d'autres titres de cette autrice avec du coup de la narration plus normale et j'ai pas accroché. J'ai beaucoup accroché à ces titres humoristiques, mais les autres, j'ai pas accroché du tout. Donc voilà, Quand la mousse pousse, coup de cœur, moi j'adore toujours autant, j'ai bien rigolé, l'imaginaire me plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut accrocher au délire. Dernier bouquin, c'est Notre maison de Marcus Cliware, un truc comme ça. Alors ça, c'est une énorme déception. Parce que j'ai terminé le bouquin en espérant jusqu'au bout que ça allait exploser. Et finalement, la fin est nulle à chier. Je suis très très déçue. Ce que ça raconte, on suit majoritairement Eve, qui est une jeune femme qui souffre d'une paranoïa assez importante. Elle s'imagine toujours le pire, elle s'imagine toujours des choses qui n'existent pas forcément, mais elle est certaine que ça va arriver. Et avec sa compagne Charlie, elles ont acheté une vieille maison qu'elles comptent retaper avant de la revendre pour se faire un petit bénéfice. C'est une vieille maison qui est abandonnée vraiment dans un coin paumé.
où est-ce qu'il y a la ville est à bonne distance quand même, les voisins sont à bonne distance aussi. Tu es vraiment coupé du monde au milieu de la forêt. Et un jour que Ève est toute seule dans cette habitation, on frappe à sa porte et devant sa porte, elle découvre une famille qu'elle ne connaît pas. Et le père donc de cette famille, Thomas, se présente et lui dit en fait que quand il était petit, il a vécu dans cette maison. Je crois que c'est ses parents qui l'ont aménagée ou construite, je sais plus. Mais en tout cas, il a vécu dans cette maison étant gamin et il voulait la faire visiter à ses enfants et à sa femme, si c'est possible bien sûr. Forcément, Ève, elle hésite, elle connaît pas ces gens. Euh, je veux dire, elle est paumée au milieu de nulle part, ça pourrait être un danger assez important de laisser entrer les inconnus. Et du coup, au début, elle leur fait croire qu'elle a téléphoné à sa compagne et que celle-ci n'est pas d'accord pour les laisser entrer. Mais quand la famille part, finalement, elle est prise de remords et elle leur dit « Ok, ok, vous pouvez entrer, mais pas plus de 15 minutes. » Et du coup, la famille s'invite, commence à se balader dans le lieu. Donc Thomas, lui, fait un peu l'exposé de tout ce qu'il voit à sa famille, parce que forcément, il y a des choses qui datent encore de l'époque où est-ce qu'il était petit, d'autres choses qui ont été remplacées. Donc Ève apprend également des choses sur la maison qu'elle ignorait. Et en fait, la visite va s'éterniser un peu trop. Parce que, après ça, ils finissent par partir, mais je ne sais plus pour quelle raison. Je ne sais plus. Ève, à un moment donné, doit s'absenter, et quand elle revient, elle trouve la famille assez affolée à appeler leur petite fille Jenny. Et en fait, la gamine a disparu. Et cette gamine, elle a pour particularité de se cacher et de ne ressortir de sa planque que quand elle l'a décidé. Ça peut durer des heures, ça peut durer un temps infini. Et forcément, avec Thomas, Ève va chercher la gamine dans la maison. Et il la retrouve plus ou moins au sous-sol, mais elle s'est aventurée dans un espèce de petit trou, peut-être une petite crevasse dans le mur. Et en tant qu'adultes, ils ne peuvent pas rentrer pour aller la chercher. Donc, ils sont obligés de rester plus longtemps, le temps que la gamine sorte. Et quand Charlie rentre finalement, elle les trouve tous ici. Et ils n'ont pas d'autre choix que de les laisser rester le temps que la gamine daigne ressortir. Donc, il les invite à leur table. Et au bout d'un moment, bon, il y a un peu de tension entre eux parce que Ève et Charlie, forcément, c'est un couple de lesbiennes. La famille est plutôt religieuse. Alors Thomas, il n'a pas l'air super religieux, mais apparemment il l'est. Mais sa femme, elle est un peu du genre extrémiste. Donc c'est compliqué. Mais finalement, au milieu du repas, Jenny refait enfin son apparition. Et il est donc temps pour la famille de repartir. Sauf que non, parce que maintenant il y a une tempête de neige. Et le pont qui mène jusqu'à chez eux et jusqu'à la ville a été coupé. Donc la famille ne peut pas repartir et ils vont devoir rester dans cette maison jusqu'au lendemain. Et c'est à partir de là que des événements surnaturels vont commencer à avoir lieu. Ça a déjà commencé un petit peu avant avec l'arrivée de la famille parce que le chien, comment elle s'appelle? Jodie? Je sais plus, la chienne de Charlie et de Ève commençaient à montrer des comportements assez troublants. Et on va dire que, en plus des événements surnaturels, leurs squatteurs vont commencer à s'attarder un peu plus que de raison. Et tout va partir en couille, plus ou moins, pour résumer. Alors moi j'en attendais beaucoup, parce qu'au début ça part très très bien. Quand les éléments de surnaturel commencent à arriver, c'est plutôt bon. Surtout, on tombe dans de l'horreur, et au niveau de l'horreur, je trouve que c'est bon aussi. Il y a des moments qui m'ont quand même fait frissonner, qui m'ont mis le stress, parce que c'était très bien décrit, la tension était très bonne. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage, en particulier Ève, qui m'a un peu gavé,
et je la trouvais pas toujours très agréable pour certains trucs assez cons. Mais malgré le fait que je me suis pas spécialement attachée au personnage, il y avait ce mystère autour de ces histoires surnaturelles, aussi autour du fait qu'il s'est passé visiblement un drame par le passé dans cette maison, et je voulais savoir où ça allait nous mener tout ça. Donc j'ai continué ma lecture malgré tout, me disant que le final allait être incroyable, même si à un moment donné ça se barrait dans une direction où t'es complètement paumé, tu sais plus ce qui est réel et ce qui est pas réel, mais malgré ça, je me suis dit, c'est pas grave, on va avoir des réponses, le final ça va être bien, mais non, la fin n'est pas bien, mes réponses je les ai pas eues, et ça s'arrête sur un devine en fait. C'était pas bon. Toute l'histoire est retombée à plat. Pourtant, je vous jure, c'était bon. Même avec la paranoïa de Eve, tu sais plus au bout d'un moment si c'est elle qui imagine des choses parce qu'elle est trop paranoïaque ou si c'est la réalité. Il y a vraiment un truc où est-ce que tu es complètement paumé à ce niveau et même à ce moment-là, c'était encore bon. Mais non, c'est pour moi, la fin, c'est limite de la fainéantise. C'est l'auteur avec plein de bonnes idées qu'il a balancées dans son texte, il a remué, et à la fin il s'est dit « Oh, flemme d'expliquer ». Enfin, non, on fait pas les choses comme ça. Donc voilà, vraiment, grosse déception, parce que moi j'aime bien l'horreur, vu comment ça partait, ça devenait vraiment très bon, et je me suis dit putain, ça fait longtemps que j'ai pas lu d'horreur, enfin un bouquin d'horreur qui va réussir à m'accrocher, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis patatras, patatras, je suis triste, mais du coup, c'est le genre de choses qui font que si cet auteur a écrit d'autres livres, je lirai pas les autres livres parce que je me dis, s'il est capable de ça, il est capable de recommencer. Et ça m'énerve. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, beaucoup de déceptions, même si Funny Story, c'était pas exactement une déception, c'est juste que c'était pas mon genre. Mais j'ai eu 2 grosses déceptions dedans. Un coup de cœur renouvelé avec Quand la mousse pousse. Et on va espérer que mes prochaines lectures seront plus plaisantes. J'espère, je sais plus ce que j'ai prévu après, que j'ai un peu fait le planning de tout ce que je veux lire ce mois-ci. Mais j'en attends beaucoup des autres lectures et j'espère ne pas être déçu cette fois. Allez, salut!